Merci beaucoup pour cette présentation et bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous et de réfléchir avec vous sur ce thème « Transform to Survive ». Comme l'a souligné le précédent intervenant, il est évident que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de comprendre ce XXIe siècle et d'y prendre toute notre place, quel que soit le pays d'où on vient, quelle que soit l'entreprise, car nous avons des défis considérables à relever collectivement et pour lequel nous pensons que les technologies, les systèmes d'information présentent des solutions extraordinairement intéressantes et dynamiques. Alors j'ai essayé de dresser un tableau relativement rapide puisque je dois me conformer à 45 minutes et je vais le faire avec bonheur. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que nous ne sommes pas dans une planète compartimentée, isolée entre nations, continents. Nous sommes dans le même vaisseau spatial Terre. Et ce vaisseau spatial Terre, il a quelques problèmes à résoudre, et nous ne pourrons les résoudre que si nous travaillons ensemble. Aussi, quel 21e siècle voulons-nous ? La société, nous le savons, est en mutation continue. Les structures sociales, les comportements changent partout et simultanément. Et on a vu à quel point, en quelques années, le smartphone, par exemple, s'est imposé sur toute la planète. Mais c'est une aventure de long terme. Le progrès, la transformation de la société, ce n'est pas une somme d'innovations techniques. Et j'ai retrouvé dans un des grands penseurs français, Condorcet, une très belle définition des progrès de l'esprit humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il écrivait en 1794, il y a 228 ans. Et le message qu'il nous envoie est très clair, en disant, au fond, on doit croire dans les progrès des sciences. On doit aussi imaginer que ces progrès vont nous permettre de développer le bien-être individuel et la prospérité commune. Mais ce n'est pas simplement par les sciences qu'on va le faire. C'est par des principes de conduite et une morale pratique, le comportement. Et enfin, on va bien évidemment, grâce à la science, perfectionner nos facultés intellectuelles, morales et physiques. Et même, il pensait déjà, plus loin, que nous pouvions faire évoluer l'organisation naturelle de l'homme. Ce message est troublant, il est intéressant, et finalement, il nous renvoie à notre responsabilité d'humains du XXIe siècle. Comment faisons-nous pour exploiter ce potentiel scientifique et technologique formidable que nous avons accumulé depuis le XVIIIe siècle pour rendre notre système socio-technique plus efficient et plus équitable? Bien, on va jalonner le raisonnement. La première donnée, elle est démographique. Vous savez que la démographie, c'est ce qu'on appelle la plus dure des sciences molles. La démographie ne trompe pas. À partir du moment où on comprend ce qu'est la démographie et ce qu'elle nous enseigne, on peut effectivement se projeter et imaginer ce qui se produit. Alors vous voyez qu'on est classiquement dans un modèle en courbe de hockey, c'est-à-dire qu'en gros, la population de la planète est passée de 1 à 2 milliards d'habitants en 2000 ans et de 2 milliards à 8 milliards en 60 ans. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous avions connu ça. Et quand on regarde de façon plus précise l'évolution de la fécondité dans le monde en 2022, on observe qu'aujourd'hui, la population de la planète a atteint un plateau démographique partout, voire même engagé un vieillissement, sauf en Afrique. Et en Afrique, vous avez la responsabilité particulière d'accueillir des jeunes générations qu'il va falloir éduquer, former, transformer, pour en faire les acteurs de la transformation de la société. Et donc, ce monde de 8 milliards n'est pas un monde statique.
Et ce graphique est très intéressant parce qu'il montre bien que la domination européenne entre le XVIIIe et le début du XXe siècle est un accident de l'histoire. Et on commence à retrouver, avec cette nuance qui est l'existence des États-Unis, on commence à retrouver un nouvel équilibre des forces sur la planète où on voit que la Chine et l'Inde, de façon générale l'Asie, retrouvent la place qu'elles avaient à l'an 1000. Ce qui veut dire que nos sociétés ont été imprégnées de la révolution scientifique et technique et industrielle imposée au monde par l'Europe, mais que, naturellement, elles vont inventer autre chose. Et à cet égard, l'Afrique a un rôle extraordinairement passionnant à jouer pour être un acteur majeur de ce nouvel équilibre des pouvoirs au cours du XXIe siècle. 8 milliards d'habitants et une crise climatique considérable. Il se trouve que nous avons commencé à mesurer le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère seulement en 1960. C'est hier. Et on a pris conscience que depuis le début de la révolution industrielle, on avait été extraire dans le sous-sol du carbone qu'on avait envoyé, sans y réfléchir, dans l'atmosphère. En accélérant le phénomène du réchauffement climatique créé par les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone représente plus de 70% de l'atmosphère terrestre. Et nous rentrons dans une autre révolution qui n'est pas simplement technologique, mais qui est l'appropriation de la problématique climatique en se disant qu'est-ce qu'on fait avec le climat ? Comment on va imaginer, créer, concevoir des sociétés qui vont permettre de diminuer la carbonation de l'atmosphère tout en essayant de garder ou d'acquérir un niveau de vie absolument acceptable. Ce graphique est tiré du 6e rapport du GIEC, dont je conseille la lecture parce qu'elle est tout à fait stimulante. C'est un travail tout à fait remarquable. Et vous voyez qu'on est bien dans une démarche politique, culturelle et sociétale tout à fait nouvelle. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on sait qu'il y a un risque majeur. Jusqu'alors, on l'ignorait. Et comme on sait qu'il existe ce risque, eh bien, on prend des mesures. Et il y a effectivement, partout sur la planète, toute une série de mesures qui vont changer la nature de notre gestion des ressources et de l'environnement, grâce notamment à l'injection massive du numérique dans la gestion des composants climatiques. Parce que les troubles climatiques, ils ne se bornent pas à réchauffer l'atmosphère. Ils changent, vulnérabilisent les facteurs sociaux. Ils créent, et notamment vous le voyez ici en Afrique, une accumulation de tensions qu'il est absolument indispensable de traiter, faute de quoi les sociétés humaines ne seront plus manageables. Et on sait très bien ce que ça veut dire des sociétés qui ne sont plus gérables. Ce sont des sociétés instables, violentes, agressives et très souvent en déclin. Technique et société sont donc indissociables. Et c'est ce qu'il faut, de façon claire, introduire dans nos réflexions sur les technologies de l'information et les systèmes d'information et analyser dans les investissements que nous faisons ce qui est utile pour la communauté en termes de développement des compétences, de la conscience collective, des enjeux sociétaux, et ce qui est simplement agréable et pour le fun. Il faut les dissocier, mais aussi les réconcilier. On peut avoir plaisir à mieux gérer un réseau d'eau potable, d'eau usée, un système de santé. Et ce qui est intéressant, et c'est un auteur américain, Joseph Hendrich, qui est professeur à Harvard, qui dit que l'innovation dépend de l'expansion de nos cerveaux collectifs.
lesquelles dépendent de la capacité qu'ont les normes sociales et les institutions à encourager les gens à produire, à partager et à recombiner librement des idées, des croyances, des conceptions et des pratiques nouvelles. Nous sommes dans une marmite intellectuelle. Et les outils cognitifs dont nous sommes désormais dotés avec les systèmes d'information nous permettent d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus en profondeur dans la transformation de la société. Mais en même temps, on voit bien que le navire tangue. C'est très rock'n'roll, la gestion de nos sociétés, partout. Parce que la gouvernance démocratique est en jeu, les peuples n'acceptent plus que leurs dirigeants leur mentent, ou pire, ne comprennent pas le monde dans lequel nous sommes, ce qui est quand même la plupart du temps la situation. On remet en cause la notion de progrès, qui a quand même été un moteur profond. On a une défiance vers la science dont la crise de la Covid a montré toute la profondeur. Et on est donc dans un contexte socio-technique tendu. On a à la fois, et c'est là où on est dans une aventure humaine exaltante, on a à la fois la conscience des risques que nous devons gérer avec le réchauffement climatique et l'évolution de la population de la Terre, et on a un outillage désuet, inapproprié, où finalement nos querelles, nos modes de fonctionnement, voire pire, nos guerres, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc l'Anthropocène, qui est l'époque dans laquelle nous sommes rentrés depuis 1950, qui est cet âge géologique qui est le nôtre, cet Anthropocène, c'est l'âge des défis. Et le numérique est à la fois un moteur de résolution des problèmes, mais aussi une cause d'aggravation des problèmes. Et quand on voit l'hégémonie que les États-Unis et la Chine ont pris sur le numérique au cours de la dernière décennie, on ne peut que se réjouir, comme on le voit grâce à vous, en se promenant au rez-de-chaussée ou en écoutant les start-upers, on ne peut que se réjouir de voir des solutions naître à partir de la combinatoire des technologies sur le sol africain, au Maghreb et en Tunisie, parce qu'il y a des innovateurs et des créateurs qui vont devoir inventer et innover en fonction des perspectives socio-techniques de leur environnement, et pas de celui de la Californie ou de Shanghai. Passer d'un monde prédictif linéaire, comme nous pensions, parfois à tort, qu'il était un monde incertain, nous amène à inventer un nouveau management de l'innovation, de la compétence, de la créativité et de nos entreprises. Il est fondé sur 4 caractéristiques nouvelles qui sont la volatilité. Alors, on ne peut pas faire mieux que d'observer ce qui se passe depuis quelques années sur la planète. La complexité. On voit que les choses ne sont pas en noir et blanc, qu'il y a des avantages et des inconvénients. Chaque système a ses propriétés qui sont à la fois des qualités et des défauts, de l'incertitude, parce que nul ne peut prétendre savoir ce qui va se passer dans le futur, et de l'ambiguïté. Alors, il y a un modèle de gestion de la complexité qui s'appelle le modèle VUCA, qui est très intéressant et qui traite tout ça. Alors, le numérique est-il coupable ou solution ? J'étais venu au sommet mondial de la Société de l'information à Tunis en 2005, avec grand plaisir, parce que j'avais pu constater pour la première fois à quel point ce continent était fertile en créateurs, en innovation. Et j'ai repris une des conclusions de la charte qui avait été émise à la fin du sommet mondial en 2005, ici à Tunis, en posant les bases d'une communauté mondiale afin que chacun puisse, partout, créer, obtenir, utiliser et partager l'information et le savoir pour ainsi réaliser l'intégralité de son potentiel et pour atteindre les buts et les objectifs de développement arrêtés à l'échelle internationale. Il y a énormément de similitudes avec ce que disait Condorcet. Où en sommes-nous
de ces engagements de 2005. Qu'avons-nous fait de ce potentiel et comment nous inscrire dans une dynamique de résolution de problèmes qui ne soit pas pessimiste, mais qui soit factuelle, réaliste, concrète pour avancer. Et en tant que responsable de système d'information, vous avez tous, nous avons tous, le devoir d'inventer un monde où nous allons comprendre ce qui se passe, se projeter dans le futur et par des boucles de rétroaction rapides, construire ce que nous pouvons faire. Alors comprendre, c'est mesurer ce qui s'est produit au cours des 40 dernières années. Les activités humaines ont été bouleversées par l'usage du web. On s'habitue très vite, vous savez. Et je discutais avec le chauffeur qui m'a amené de Tunis ce matin et je disais, vous savez, l'iPhone n'a été inventé qu'il y a 15 ans. En 15 ans, ce petit objet, ce téléphone intelligent a radicalement changé notre manière de vivre au quotidien, de penser, de faire du business. Il suffit de se déplacer en bas pour le voir. Et regardez ce qui s'est passé, et c'est quand même extrêmement intéressant, c'est que l'usage individuel d'Internet, ça c'est les statistiques de l'Organisation internationale des télécoms, est passé en gros de 1 milliard, un peu moins d'1 milliard d'habitants en 2005, un peu avant l'invention de l'iPhone, à aujourd'hui, en 2021, pratiquement 5, en fait 4,6 milliards. Vous voyez que la population de la planète, sans qu'il y ait un projet, sans qu'il y ait une chef de projet, sans qu'il y ait une formation particulière, s'est emparée de l'Internet, pour le meilleur et aussi pour le pire. Donc c'est à nous de comprendre cette transformation et de l'amener, pour le coup, au meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est architecte de l'information, on observe que le modèle de von Neumann, qui a été développé par von Neumann à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce modèle, capture de l'information, traitement, stockage, présentation du résultat, eh bien, il n'a pas changé. On dit on a des nouvelles technologies, mais au fond, on est absolument confronté au même type de problème. Il faut capturer l'information en lui gardant l'intégrité de ses caractéristiques. Il faut la traiter avec vitesse, propreté et le moins possible de consommation d'énergie. Il faut la stocker et il faut présenter le résultat de façon pertinente. L'expansion de l'informatisation de la société est un phénomène en feuille de nénuphar, mais au fond, la mare reste la même. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'informatique et le numérique, sauf qu'on touche de plus en plus de sujets, l'image, la voix, la donnée, et qu'on agrège tout ça et qu'on est capable maintenant de les traiter. Donc notre modèle de traitement numérique de l'information, il est le résultat de 150 ans d'investissement en sciences et en techniques dans les télécommunications et l'informatique. Nous sommes les héritiers de cette évolution. Ça, c'est une fresque qui est dans les locaux du CES à Las Vegas. Et on voit que tout ce à quoi nous nous sommes habitués, je voyais tout à l'heure la caméra qui filme en 4K tout à fait naturellement, on ne se pose aucun problème. Vous vous souvenez quand même de ce qu'il fallait faire pour monter un film familial dans les années 90 avec des cassettes VHS. C'était horriblement compliqué, ça coûtait très cher. Et d'ailleurs, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, avec n'importe quel appareil numérique et un smartphone, on est capable de monter un film numérique de qualité. Donc nous en sommes là. Mais plus encore, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on est capable de traiter des données hétérogènes. Le monde de l'informatique est cloisonné. Le monde du numérique est ouvert. On a la possibilité
de gérer n'importe quel type d'information à partir de n'importe quel entry point, n'importe quelle clé d'entrée, que ce soit un capteur de l'Internet des objets, un smartphone, une caméra vidéo, un micro, etc. La force des systèmes ouverts, c'est une capacité auto-adaptative qui nécessite de moins en moins de temps et de moins en moins d'argent. Nous avons là un potentiel extraordinaire pour réunir le monde de l'informatique, des processus classiques d'antan, avec le monde du web, qui a un peu vieilli aussi, et le monde de l'Internet des objets. C'est ça notre défi technologique d'architecture. Car nous sommes dans un monde temps réel, où on doit gérer de façon simultanée toute une série d'informations pour en tirer quoi? Des éléments de prise de décision. L'information, ça ne sert qu'à prendre des décisions. Et c'est ça qui est essentiel. Parce que quand on contrôle mal les systèmes d'information, on est vulnérable. On est vulnérable parce qu'on prend de mauvaises décisions. J'ai pris l'exemple de la refonte de la famille 737 de Boeing, qui était une catastrophe économique pour le groupe Boeing. Et là, on est bien dans un problème de conception numérique mal géré, parce qu'on n'a pas su gérer la totalité des parties prenantes du projet, alors que le numérique, en aéronautique comme en automobile, permet de gérer l'entreprise étendue. Mais aussi, on est confronté à un nouveau problème qui est la cybersécurité. Vous voyez que, dans le temps, on gérait à peu près convenablement les réseaux, enfin dans le temps, je parle d'il y a 5 ans, les réseaux, les points d'entrée, on avait des mots de passe, etc. Procédure assez classique et parfois agaçante. On gère maintenant la sécurité dans le cloud, dans les data centers, mais demain, ça va être dans l'automobile. Toutes nos voitures modernes sont bourrées de microprocesseurs, d'informations et d'électronique. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une mode qui se développe pour voler les voitures sans effraction, uniquement en pénétrant dans le système de sécurité. Mais c'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour la sécurité nationale, qui est un élément clé de notre sécurité globale. Donc vous voyez que ce monde, il est fondé sur de la technique. Cette technique, il faut la maîtriser, la comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cette technique? Eh bien, on va avoir de plus en plus de données pour prendre de plus en plus de décisions. Et là, je fais appel à Martin Rees, qui est un prospectiviste, professeur à Princeton, qui dit, au fond, aujourd'hui, tous les sujets, l'énergie, la santé, l'alimentation, l'environnement, l'espace, sont accessibles avec des outils scientifiques et des systèmes d'information. Mais au fond, le problème, c'est que le nombre de gens capables de comprendre cette complexité, à la fois dans la verticale métier et dans la transversale des interactions, n'a pas augmenté. Il se trouve que j'enseigne à Dauphine Tunis, en MBA, et qu'on discute beaucoup avec mes étudiants de l'exode des cerveaux. Vous formez beaucoup de gens, ici en Tunisie, talentueux, beaucoup, continuent leur carrière en Amérique du Nord ou en Europe. Et là, on se rend bien compte que pour gérer tout ça, il faut des talents, il faut des compétences. Donc, il faut savoir stimuler, agréger, mobiliser les compétences pour prendre des décisions. Le système d'information, et c'est quelque chose que chacun d'entre vous devrait partager avec le management de l'entreprise, mais aussi toute la société, il faut considérer que le traitement de l'information, ça n'a qu'un objectif, permettre une prise de décision fiable, rapide, précise, traçable, qu'elle soit effectuée par des personnes ou par des automates. Et c'est cette société hybride que l'on va évidemment construire. On a besoin de ça parce que nos modèles sont instables. Nos modèles sont non prédictibles et vous voyez bien, alors j'ai pris quelques exemples, mais les signes noirs dont nous avait parlé Nassim Nicolas Taleb dans son excellent livre
sur l'incertitude, les signes noirs se multiplient. On n'est plus dans un monde stable. Tout peut se produire. Et donc, il faut être prêt à toutes les hypothèses, à toutes les opportunités. L'exemple de la Covid a été absolument à grande échelle. Si on pouvait rêver d'une répétition générale de nos faiblesses, la Covid nous l'a bien démontré. Mais en quelques semaines, on a appris à travailler autrement. On a appris autrement. On a soigné autrement. On a géré la supply chain autrement, en faisant sauter les verrous humains et techniques. Mon message est de dire pourquoi nous, professionnels du traitement de l'information, nous ne sommes pas capables de déclencher ces changements de façon volontaire, dans un cadre serein, sans attendre d'avoir des crises et des incertitudes. On sait que nous avons besoin de systèmes fiables, flexibles et réactifs. Inventons-les tous les jours de façon coordonnée pour que le numérique rentre dans la société de façon totalement maîtrisée, je dirais pacifiée, mais robuste. On ne doit pas gérer des modes, des tentations de sauter à pieds joints dans l'irréel. Et là, je vise le métavers, dont je ne suis véritablement pas un fan. Je pense qu'on a énormément de choses à régler, d'abord, à commencer par la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion de l'économie circulaire. Et tout ceci doit faire partie de nos priorités. Nous avons les outils numériques pour le gérer intelligemment, en ayant une structure de production qui gère la complexité à l'échelle, parce que c'est quand même l'objectif, c'est pas d'avoir des prototypes dans un petit coin, mais en même temps, en intégrant les autres paramètres qui sont évidemment le rythme d'évolution de la technologie, il ne faut pas s'endormir, mais le capital humain. Le capital humain, c'est l'élément essentiel du déclenchement d'une société numérique. C'est les échanges, le commerce mondial. On échange parce qu'on en a besoin et parce que c'est un facteur de prospérité commune. Tous ces fantasmes, ces chimères de retour à un protectionnisme sont effrayants de stupidité parce que le protectionnisme nous renvoie à un monde paléolithique. Chacun chez soi se débrouille pour fabriquer cher ce qu'il sait faire, alors qu'en coopérant, on a des résultats tout à fait essentiels. Donc vous voyez que l'entreprise hybride qui ressort de ce qu'on a vu dans la Covid, à la fois des comportements humains forts de ce qu'on appelle les frontline workers, les gens qui faisaient les emplois essentiels, et les gens qui pouvaient télétravailler, ces gens-là ont coopéré. On a continué à travailler. Alors, il se trouve que, là encore, avec mon expérience avec Dauphine Tunis, j'ai fait 2 années de suite mon cours de 4 jours en télétravail. Je peux vous dire que c'est moins drôle que de le faire en physique. Mais on l'a fait. On l'a fait, donc on est résilient, on est capable. Faisons-le de façon intelligente. Appliquons la technologie à la résolution des problèmes des femmes et des hommes de nos sociétés. Et donc, pris quelques exemples de sociétés hybrides où, par exemple, maintenir l'hygiène dans des locaux, c'est plus évident et plus simple de le faire avec des robots. Ça coûte moins cher que d'exposer des gens dans des situations personnelles critiques. Transporter les marchandises de façon automatique, on sait le faire. Vous savez que la grande révolution du XXe siècle, c'était le conteneur. Le conteneur a permis de changer les conditions du commerce international parce qu'on a amélioré la productivité de 90%. Confier à des machines des boulots fatigants, pénibles, peu valorisants, c'est un excellent objectif partout dans le monde. Et parfois, on a fait l'erreur d'investir dans les pays dits low cost en disant on ne va pas innover. Mais c'est une erreur. Il faut libérer les hommes, partout sur la planète, du joug du travail manuel
répétitif et sans création de valeur. Car ce qui fait la différence dans les sociétés, ce n'est pas la main-d'œuvre, c'est le cerveau d'œuvre. Développer les compétences, le cognitif, les interactions, la création, et dans tous les métiers de la société. C'est l'enjeu de la société numérique. Et on a des outils pour le faire. Et là, vous voyez, par exemple, en bas à droite, c'est John Deere, qui présente régulièrement au CES des engins de plus en plus sophistiqués pour gérer au mieux les apports complémentaires dans l'agriculture et la gestion de l'eau. On a des drones qui permettent de surveiller les réseaux routiers, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux de chemin de fer. On a des drones solaires qui peuvent tourner pratiquement indéfiniment pour faire une surveillance climatique. On a ces engins qui sont automatisés dans les mines australiennes et qui permettent de gérer les matières premières dont nous avons besoin sans apport humain. Donc vous voyez que, en se projetant dans ce monde, on peut choisir des terrains d'excellence. Et l'exemple de Rolls-Royce était tout à fait intéressant tout à l'heure. Il faut prendre ce qui se fait de mieux et l'améliorer, quel que soit le problème à résoudre. On a un peu caricaturé le monde des technologies de l'information en prenant comme modèle la Silicon Valley avec des start-up, etc. Pour moi, le problème, il n'est pas là. J'attends véritablement une start-up qui règle le problème des plastiques en Afrique, qui malheureusement polluent pour des décennies le sol entier de l'Afrique, non contrôlé. Comment peut-on valoriser ça, résoudre ça? On va le faire avec de la capture de ces fameux sacs plastiques, mais aussi avec du traitement physico-chimique pour les transformer. Donc, mon message, c'est que nous devons utiliser notre intelligence et nos outils pour construire. Construire à l'ère numérique, c'est travailler sur 5 paramètres. Les données, il y a beaucoup de gens ici qui présentent des solutions. L'infrastructure, il faut certes équiper en réseau. Et je suis toujours frappé de voir la qualité des réseaux téléphoniques ici en Afrique du Nord. Les compétences, les talents, c'est assez amusant d'ailleurs, vous ne devez plus le remarquer, mais depuis l'aéroport, on ne voit des grands panneaux 4x3 que pour les écoles d'informatique. Alors je ne sais pas si les gens formés restent ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui repartent, mais il est clair que la prise de conscience de la formation, elle est là. Les outils d'analyse, ce n'est pas simplement faire du tableau Excel. C'est essayer de véritablement comprendre, et c'est le monde du jumeau numérique, qui est un outil tout à fait essentiel et accessible. Et évidemment, des organisations beaucoup plus flexibles, beaucoup plus fluides que les systèmes hiérarchiques pyramidaux qu'on a connus. Alors, je ne voudrais pas lire ce texte. De toute façon, on vous le distribuera. Mais l'ingénierie des systèmes complexes nous apporte beaucoup de leçons, beaucoup de choses. Je pense aux systèmes complexes, aux systèmes spatiaux, l'aéronautique, etc. Il faut bien se mettre dans la tête que chacun d'entre nous, quoi qu'il fasse, doit imaginer une production de biens et de services qui stimule les clients et leur apporte de réelles satisfactions. On a vu tout à l'heure un atelier où on fait du suivi client multimodal. Ben voilà, c'est tout bête. Je sais que vous m'avez appelé, je vous ai répondu hier à 18h41. Voilà la réponse technique que je vous apporte et je vous propose de l'engager dès demain. C'est ça. Tout le monde peut le faire. C'est des processus permettant de comprendre le marché, d'anticiper la demande et de corriger rapidement les trajectoires produits-process. C'est comprendre et anticiper l'environnement concurrentiel et réglementaire. Parce que nos activités, on le voit bien en matière de sécurité et de cybersécurité, sont très liées au réglementaire. C'est gérer les risques potentiels. Alors maintenant, les risques potentiels deviennent avérés. Quand on parle de sécheresse,
quand on parle de problèmes d'agriculture, on voit qu'il faut rentrer complètement dans l'utilisation du numérique pour faire ça. Il faut reconnaître et valoriser le logiciel comme vecteur de la création de valeur. Je pense que la Tunisie en montre largement l'exemple, qu'il faut généraliser à tout le continent. Et puis, il faut aussi se mettre dans une échelle mondiale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui est installé à Hammamet peut faire un business mondial. Et ça, c'est passionnant et c'est très riche. Pour ça, il faut changer, à mes yeux, le management. Et on a là une vraie responsabilité, c'est de décliner ces principes de façon très dynamique. Tout ça part d'une vision. On n'est pas là à suivre au jour le jour l'évolution du monde pour développer une stratégie. Il faut une vision. Il faut une communication inspirante. Les communications sont parfois un peu ringardes dans les entreprises où j'opère en tant que consultant. Il faut une stimulation intellectuelle. Consacrer 2 heures par semaine avec son équipe à analyser les problèmes, à regarder jusqu'à l'os les difficultés qu'on rencontre pour les résoudre, c'est ce qu'il faut faire. Il faut un leadership qui soit attentif, qui soit proche, sans complaisance ni condescendance. Et enfin, il faut gérer des systèmes de reconnaissance. Tout ceci, ce sont des règles simples, accessibles, faisables. Bien évidemment, tout ceci implique aussi une performance de l'infrastructure qui doit être gérée avec beaucoup de précision et de rigueur. Et ça, c'est le métier classique des informaticiens. Mais aujourd'hui, on a des solutions élégantes, esthétiques, fiables. Et on s'est rendu compte dans la crise Covid que les gens à domicile étaient très mal équipés. Faire une visioconférence à partir d'un smartphone, c'est quand même pas très facile. Pour conclure, je voudrais aborder quelques sujets de travail. Je crois que les objets communicants et intelligents font partie de l'environnement numérique du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on va en avoir beaucoup plus et il faut s'en occuper. Il ne faut pas croire que disperser des objets comme ça parce que ça fait plaisir va nous permettre de régler. Il faut une connectivité forte. La 5G, bien sûr, va venir. La 15G permet de faire beaucoup de choses. Mais il faut réfléchir à l'interaction entre les données captées par les objets intelligents, les réseaux, la manière dont on traite l'information. C'est pour ça que le edge computing est une piste extrêmement intéressante. Il n'est pas indispensable de tout envoyer dans le cloud. On peut le traiter, les informations pertinentes, proches, dans le edge. Et ça, c'est une belle piste de réflexion, d'architecture. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas rocket science. On s'est vanté avec des grandes emphases sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe depuis les années 50. Ça s'est appelé pendant longtemps les systèmes experts. L'intelligence artificielle, ce n'est que mettre un jeu de données le plus large possible avec quelques outils de logiciels pour accélérer la compréhension des choses et tirer plus d'informations des phénomènes. Cybersécurité et éthique, vous avez compris que c'est le volet du système d'information. On ne peut pas progresser dans le système d'information si on ne progresse pas dans la cybersécurité et dans l'éthique. C'est un travail de fond, mais c'est symétrique. Et si on veut bien faire de la sécurité du système d'information, il faut faire de l'architecture propre. Architecture des données, architecture des systèmes. En connaissant bien son architecture, on aura bien évidemment beaucoup plus de facilité pour gérer les choses. Alors, mon mot de la fin, en point d'orgue, sera le thème de l'éducation et de la formation. Rien de tout ce qu'on vient de se dire depuis 1 heure ne peut se déployer s'il n'y a pas ces 2 caractéristiques majeures que sont l'éducation et la formation.
On doit éduquer tout le monde. Tout le monde. Pendant longtemps, on a dit, le numérique, on va se débrouiller, etc. C'est faux. Il y a plein de choses à comprendre. Il y a une vraie éducation collective. C'est un peu comme le permis de conduire. Il faut y consacrer un peu de temps et comprendre comment ça marche et ce qu'on peut en tirer. Livrez-vous à un exercice amusant de prendre quelques collaborateurs de votre organisation et de voir comment ils utilisent Excel. Vous allez voir une dispersion incroyable des compétences et des expertises. Eh bien, il suffit de faire un club Excel dans l'entreprise, prendre les champions qui seront ravis d'éduquer les autres et de les monter à un niveau d'expertise supérieur. La formation, c'est plus compliqué, parce que la formation, elle doit créer les bases irréversibles de la transformation comportementale. Et ce modèle-là, qui a été développé par des universités en Lorraine, en France, fonde le développement de la société numérique sur 4 couches. La première, c'est l'acceptabilité. Je pense qu'à peu près partout, mon système me dit que j'ai 40 minutes, il m'en reste 5. L'acceptabilité, c'est à peu près acquis. L'acceptation, déjà un peu plus subtile et un peu plus compliquée. Et on voit encore pas mal de gens réticents parce qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent s'inquiéter. Quand on parle d'intelligence artificielle, on voit tout de suite les regards se figer. C'est pour ça que pour passer au stade de l'adoption, il faut une vraie politique, une vraie stratégie d'intégration du fait numérique dans les comportements de l'entreprise pour évidemment conclure avec le stade de l'appropriation qui est le modèle sur lequel nous devons nous concentrer. Alors, on vous enverrait ça, mais tout ceci, tout ce que je vous ai dit est étayé par beaucoup de lectures et de réflexions. Ça peut être tout à fait intéressant pour vous de compléter et j'aurai plaisir à vous donner ça. On peut se revoir parce que je serai là jusqu'à samedi et donc j'aurai grand plaisir de rentrer en résonance avec vous sur ces thématiques parce que bien évidemment on ne peut pas clore ce dossier, c'est un dossier qui est ouvert, c'est un dossier clé pour l'avenir de nos sociétés. Moi je suis très préoccupé en tant que citoyen et citoyen du monde, j'ose le dire, de voir que alors que nous n'avons jamais eu autant de moyens intellectuels, humains, scientifiques pour résoudre les problèmes, nous sommes aussi nigauds, infantiles, stupides, que les gamins qui se battent dans les cours d'école. Et c'est là où on a un défi considérable parce que, quand même, la mauvaise nouvelle serait que le vaisseau spatial Terre serait confié à un équipage qui se chamaille dans le cockpit, qui n'ait pas de vision, qui n'ait pas de plan de vol et qui n'ait pas conscience qu'un crash est possible. Merci. Merci infiniment, Monsieur Jean-Pierre Cornu. S'il vous plaît, ne partez pas, je vous en prie. Quelques questions dans la salle, s'il vous plaît. Je suppose qu'il y en a. Des questions dans la salle après ce brillant exposé? Voilà, une question pour vous. Pour Jean-Pierre, est-ce que sérieusement on sera capable d'éviter le crash? Comment éviter le crash? Est-ce qu'on sera capable d'éviter le crash et comment? Alors, je réponds par une anecdote. L'autre jour, il se trouve que j'habite en montagne, en Haute-Savoie, dans une région absolument magnifique. C'est un plaisir. Quand je conçois ce genre de réflexion, j'ouvre mes fenêtres et je vois les montagnes. Et j'étais avec un glaciologue qui a fait un exposé extrêmement clair, chirurgical, en disant si on ne fait rien, on va perdre les 2/3 de la surface des glaciers sur la planète. Et donc,
les océans vont augmenter entre 60 et 1 mètre selon les endroits. C'est mécanique. Si on fait quelque chose, on aura 1/3 seulement de réduction de la surface glaciaire de la planète. Donc des conséquences moins dramatiques. Et il y a quelqu'un dans la salle qui lui a dit « Mais vous devez être pessimiste avec ces conséquences. » Il a dit « Non, moi je suis un scientifique. J'observe des faits. La seule chose que nous devons faire, c'est agir. » Je fais mienne cette vision-là. Donc nous allons nous en sortir. Merci à vous, et puis on se croisera et on pourra reparler. Une autre question, pardon. Une dernière question, si vous permettez. Volontiers. D'abord, merci M. Cornu pour cette présentation fort intéressante. Néanmoins, j'avais espéré, en arrivant dans cette conférence, quand j'ai vu le titre qui est Perspective numérique, qu'on regarde jusqu'à où ça peut nous mener le numérique, ou alors une projection de ce monde numérique en 2030. Je m'attendais plus à un film de science-fiction. Je m'attendais plus à me projeter, à comprendre ce que va vivre mes enfants dans quelques années, à ce qui va être ce monde, à ce qu'on va devoir lever comme défi pour peut-être éviter ce qui pourrait apporter de mal cette transformation numérique, parce qu'on sait très bien que toute chose a des avantages et des inconvénients. Certainement qu'on va en tirer profit, mais au détriment de quoi? Et comment est-ce que, clairement, nous allons pouvoir sortir agrandis en limitant les risques, mais en apportant beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée? Merci. Alors, je comprends. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Juste, je ne vais pas poser de questions, mais juste je rebondis sur ce qu'il a dit, parce que il y a quelques mois, mon fils, qui avait 19 ans, est venu le soir, je regardais un film, il m'a dit, ça y est, la Russie a envahi l'Ukraine. Ah bon? Je tournais des chaînes, je cherchais sur des chaînes d'information, j'ai rien trouvé. Et je lui dis, mais comment tu le sais? Il m'a dit, mais c'est ma communauté de Discord. Bon, beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que Discord. C'est une plateforme de discussion des gamers, Ouais. de Russes et Ukrainiens qui viennent de m'informer que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, mon fils de 9 ans avait des informations avant France 24. Pour vous dire que le monde, ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Alors, je vous remercie. Lorsqu'on a réfléchi à ce fil rouge, on a choisi de plutôt travailler sur les moteurs que sur les itinéraires. Le moteur, vous l'avez compris, il est évidemment dans la compréhension fine, donc l'éducation, la formation, dans le management, dans l'organisation des entreprises. Je pense que sur ces sujets, j'ai été assez clair dans le format de temps. Néanmoins, je brûlerai de me livrer avec vous à cet exercice. Néanmoins, il y a quelque chose qui me retient, c'est que j'ai lu, tout au long de ma vie professionnelle, je suis un grand lecteur, et j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis un lecteur rapide. Donc j'ingère un peu plus de données à la minute que d'autres. J'ai été, moi, tout à fait impressionné par l'extrême faculté d'erreur des gens qui vous parlent du futur. Quand j'étais enfant, on me parlait de l'an 2000, mais tout le monde, on aurait des voitures volantes, on aurait plein de choses. Quand j'étais dans l'industrie automobile, il y a peu de temps, et j'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé sur l'industrie automobile, on m'expliquait, au début des années 2010, qu'en 2020, il y aurait 2 millions de voitures autonomes. Donc, par formation éthique, je me refuse de rentrer dans des
scénarios de science-fiction. Je laisse ça aux auteurs. Parfois, il y en a de très bons, mais il y a beaucoup de charlatans en matière de prédiction. Donc, je ne peux rien vous prédire. Ce que je peux dire, c'est que, et ce n'est pas un hasard si je vous ai parlé de Condorcet, 1794, c'est que Condorcet, il faisait un pari qui était l'amélioration de la capacité des humains. Ce pari, moi, j'y crois en tant qu'humaniste, profondément. Néanmoins, lorsqu'on a développé le web en France dans les années 95, je faisais partie d'une association qui s'appelait la FNET, où on se battait contre France Télécom, qui ne voulait pas le web, mais qui voulait Transpac, etc. Mais on disait, mais le web, c'est la liberté. Le web, c'est l'intelligence collective. Le web, c'est l'intelligence partagée. Mais c'est aussi, je m'en excuse, le monde de la connerie amplifiée. Donc, si je fais de la science-fiction, je vais, moi, à partir de mes convictions intimes, faire une pondération de facteurs en disant « oui, il va y avoir des choses vachement positives, et puis il va y avoir des choses horribles. Après, à vous de trier. » Ce n'est pas ma position. Ma position que j'ai développée et que je défends, c'est de dire « voilà les composants. » Il y a des composants techniques, et on sait que la loi de Moore, elle va continuer à se développer, même si il faut faire des couches dans les microprocesseurs. J'aurais pu vous parler du quantique. Voilà, je travaille dans un pôle de compétitivité qui s'appelle Systématique, où on commence un peu à imaginer ce que pourrait être un ordinateur quantique, mais un ordinateur quantique qui ne ressemblera à rien aux ordinateurs que vous aurez. Et on ne va jamais, en tout cas dans les 50 ans qui viennent, utiliser d'ordinateurs quantiques à titre personnel. On les utilisera parce que faire moins 236 degrés avec de l'hélium liquide, c'est quand même pas évident dans son PC portable. Donc, j'aurais pu, et j'accepte votre remarque, prendre chacun de ces facteurs, le transhumanisme, l'ordinateur quantique, les fusées hypersoniques, la conquête de Mars. J'aurais pu faire mon petit Elon Musk. Mais je vous ai livré un produit plus humaniste, plus réaliste, en vous laissant quand même la lourde charge de transférer tout ceci à votre entourage et à faire bouger, changer les lignes par l'éducation, la formation, le dialogue, et notamment le dialogue avec la génération actuelle. Vous avez parfaitement raison, hein. Il faut discuter avec vos enfants. Moi, je fais une conférence comme ça, là, et il y a une dame qui me dit « mais est-ce que vous croyez que j'ai le droit, que je dois regarder ce que font mes enfants sur Internet ?» Ben, je lui dis, vous devriez vous en préoccuper parce que ça peut être catastrophique. Ça peut être l'horreur absolue. Tellement de parents avaient cette illusion de penser qu'en offrant un ordinateur à leurs enfants, ils n'allaient faire que des choses intelligentes. Mais pas du tout. Ils sont humains, les enfants, comme nous. Ils vont faire des choses stupides, ils vont passer des nuits entières à jouer, ils vont faire semblant de ne pas voir qu'ils sont tombés par hasard sur un site porno. Ils sont humains. Donc, nous sommes des humains dotés d'une puissance cognitive incroyable. Ce qu'il faut pour que cette puissance cognitive incroyable serve la survie de l'humanité, je pense que c'est vraiment le sujet du XXIe siècle. Il faut la canaliser, l'exploiter et trouver ce que moi j'appelle des cas d'usage. Je vous ai parlé d'adduction d'eau, de gestion des déchets, des sacs plastiques et tous ces trucs-là. Mais il faut mettre l'intelligence au service de la résolution des problèmes. Et comme on a une génération nouvelle, plus à l'aise dans l'utilisation des outils que les générations antérieures, mais pas plus intelligente,
C'est ça, l'illusion de croire que parce qu'on utilise bien un outil numérique, on est plus intelligent. Non, on est plus rapide. Mais on peut aussi, plus rapidement, faire de graves erreurs. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les générations qui ont distillé avec la plume sergent-major et le stylo Waterman leurs réflexions, ils avaient un peu de temps de réponse. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps de réponse, on est dans la réaction, dans la violence verbale, dans la dégradation du sens du mot. Moi, j'étais dans un autobus il y a 2 jours avec une gamine qui était là. On change les trains, on met des bus en France. Et avant, il y avait une gamine de 16 ans qui regardait son truc en disant « Je me fais harceler, je vais le tuer !» 16 ans, gamine, blonde, mignonne, charmante. Ses parents doivent dire qu'elle est absolument adorable. Je vais le tuer. Sauf qu'il y a des gens qui passent à l'acte. Parce qu'il n'y a plus de frein entre le monde réel et le monde virtuel. Il n'y a plus de barrière. Je peux vous assurer que le casque de réalité virtuelle ne va rien arranger. Le métavers ne va rien arranger. Donc moi, mon sentiment, et pour conclure la conclusion et cet échange passionnant, c'est qu'il faut renforcer nos capacités cognitives, comprendre ce qui se passe, former les gens, former les jeunes, travailler sur des cas réels, faire évoluer la conscience que, en tant qu'humain, on est bigrement les pieds dans la glaise de cette terre. Et si on oublie ça, tout véritablement est à craindre. Mais n'oublions pas que nous, les femmes et les hommes, nous sommes faits de chair et de sang, et que nous existons depuis en gros 1 million d'années que parce que nous interagissons de façon physique avec nos semblables. On a construit l'humanité par l'interaction physique. C'est cette interaction physique qu'il faut amplifier, organiser, sublimer par le numérique, pas par le transhumanisme. Merci à tous.